Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, je suis Loïc Guesbeau. Je suis co-animateur du GT Panocrime avec Jérôme Billois. Je vais vous très rapidement donner quelques mots sur l'occlusif, mais on n'a que 20 minutes pour une conférence qui dure normalement plus de 2h30, donc on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Juste à insister sur le fait que l'occlusif, évidemment, vous nous connaissez comme association générale 1901, mais on est reconnu d'utilité publique depuis fin novembre 2024, et on est la seule association en France du cyber et du numérique à être... non, du numérique, il y a peut-être le SIGREF qui est reconnu d'utilité publique, mais je ne crois pas non plus, non. Voilà, donc l'Occlusif, c'est une association très ouverte, constituée évidemment par la richesse de ses membres, qui sont aussi bien des offreurs, entre guillemets, des fournisseurs de solutions de techno, que des utilisateurs des RSSI, des DPO, des spécialistes de cybersécurité opérationnelle. Et au sein de ces travaux, de ces livrables, il y en a un qui est très connu maintenant, puisque ça fait 26 ans que l'Occlusif le délivre chaque année en début d'année. C'est le panorama de la cybercriminalité de l'année écoulée. Alors, derrière le rideau, c'est très simple. C'est un groupe d'experts d'à peu près une bonne trentaine de personnes qui se réunit à intervalles réguliers, tous les mois, pour échanger chacun sur sa veille, sur l'émergence de nouveaux modes opératoires, de nouveaux phénomènes ou la confirmation de ce qu'on a anticipé les années précédentes. C'est bien entendu un travail qui est fait à partir uniquement de sources ouvertes. Donc on ne commande pas d'éventuels événements de cybersécurité qu'on aurait pu avoir à connaître dans nos activités professionnelles. Maintenant, rien ne nous empêche l'un ou l'autre de parler à un journaliste et puis de faire en sorte que l'information soit publique et réutilisable. Mais voilà, surtout, c'est des contributeurs qui sont de toute nature, institutionnels comme privés, de grande taille ou de petite taille. Alors, chaque année, on a un thème. Le thème de l'année 2025, il a été le reflet de nos invités VIP, qui sont deux organismes importants en France. Le premier, c'est l'agence Viginum, donc dont la mission est de détecter et de caractériser les ingérences numériques étrangères affectant le débat public numérique en France. Donc on a eu effectivement un état des lieux qui était intéressant, notamment en amont évidemment des campagnes municipales que vous avez tous connues il y a maintenant 2 semaines, une semaine. Et puis les présidentielles à venir, avec effectivement dans l'actualité 2026 des petites ingérences qui ont eu lieu contre des candidats avec de la presse quotidienne régionale, donc en région, mais aussi contre un candidat parisien, Pierre-Yves Bournazel, et puis des candidats de LFI qui mentionnent des possibles ingérences avec pilotage israélien. Donc ça, on en reparlera en début 2027. Quand on fera Panocrime 2026. Et puis un deuxième aspect, un deuxième intervenant qui était la direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Et on va le voir, ce n'était pas anodin, puisque dans notre agenda, il y a un volet géopolitique comme tous les ans, où on a vu effectivement qu'au niveau global et au niveau européen et au niveau français, les intérêts de la BITD, la base industrielle des technologies de défense, avaient effectivement été intéressants pour les pirates du monde entier. Alors l'agenda complet, je vais laisser Jérôme le commenter, puis on va ensuite présenter 2 sessions de cet agenda. Tout à fait. Alors l'agenda était bien rempli, comme vous pouvez le voir là. En fait, on vise toujours à analyser les grandes tendances qu'on a vues dans l'année. Il y a évidemment une tendance sur le géopolitique, et Loïc va la présenter juste après. Les attaques qui ont visé les infrastructures critiques, et clairement 2025 a été un point de bascule sur ce sujet-là, où on a vu des attaques toucher des barrages, toucher de la distribution d'eau, toucher de la distribution d'électricité. C'est des choses qu'on voyait finalement assez peu avant, en tout cas pas de cette ampleur-là en Europe. Ensuite, j'ai couvert le sujet de l'IA et je vais revenir après juste dessus. On a vu aussi toutes les tendances, et vous l'avez peut-être vu l'année dernière à l'été, toutes les attaques qui ont couvert les systèmes SaaS et en particulier Salesforce, avec vraiment un déplacement des attaquants vers ces systèmes qui sont souvent moins surveillés, moins interconnectés avec les systèmes de détection dans les entreprises. On a traité les modes opératoires et les conséquences d'attaques marquantes, des attaques qui ont vraiment fixé finalement le quotidien des gens. L'arrêt de Mark et Spencer, l'attaque dans les aéroports, vous vous souvenez, à Londres, à Berlin, en Belgique, qui avait arrêté beaucoup de monde. Et un sujet qui était nouveau dans le Panocrime, c'est ce qu'on a appelé vrais impacts, fausses attaques, avec toutes ces revendications d'attaquants qui finalement n'ont pas de réalité derrière. Et l'ANSSI l'a retraité dans son rapport cette année, avec de mémoire plus de 60% des incidents qui leur ont été remontés, qui finalement n'étaient que des fausses déclarations des cyberattaquants, donc qui eux aussi maîtrisent les fake news assez largement.
L'étude, comme d'habitude, des cybercriminels, des sujets de 7 à 77 ans, toutes les attaques qui touchent le grand public. Une analyse de la CNIL intéressante sur ce qu'ils avaient vu, et c'était le jour d'après la révélation de la condamnation de Free. Donc il y avait aussi des échanges très bien. Et on finit toujours par des sujets plus légers, les bonnes nouvelles, les arrestations, parce qu'il y en a dans les écosystèmes criminels, il y en a même de plus en plus. Et puis on a traité aussi le sujet des insolites, dont un des auteurs est dans la salle, qui permet de traiter un côté un petit peu décalé pour finir ces 2h30 de conférence où on enchaîne quand même un peu les mauvaises nouvelles. C'est bien des fois de sourire un peu aussi. Alors en parlant de mauvaises nouvelles, je suis obligé de te repasser la main, Loïc, pour parler de géopolitique. Je vais le prendre en quelques minutes. Alors effectivement, cette année, pour la 8e année consécutive, la géopolitique était présente évidemment, et je pense qu'elle ne sortira pas tout de suite, mais elle était vraiment en première position. Avec cette année, notre analyse de l'atteinte, ce qu'on appelait un point d'ébullition. Donc on n'est pas du tout dans un monde tranquille, là où tout n'est que luxe, calme et volupté, avec l'invitation au voyage. On est vraiment dans un monde où les mots-clés, c'est finalement ordre contre ordre, désordre. Donc si on a qu'on fait leur service militaire, ça leur rappelle aussi quelque chose. Mais c'est un peu l'idée. Alors on a fait un voyage quand même, en passant par différents pays et en mettant un focus sur l'actualité de ces différents pays. En premier lieu, les États-Unis. À tout seigneur, tout honneur, avec en 2025 des actions menées par l'administration Trump contre ses propres services, on va dire, de défense de cybersécurité, avec notamment l'agence nationale, le CISA, qui a été très critiquée pour son rôle, notamment pendant les élections précédentes qui ont mis Trump au pouvoir, avec un audit sur les machines de vote qui n'est pas passé dans l'esprit du président Trump. Et souvenez-vous de ce tweet qui était alors c'est difficile à lire, mais qui était assez direct contre Chris Krebs, qui à l'époque était patron du CISA, et qui s'est fait rattraper après quelques mois avec une mise en cause personnelle et l'obligation, d'ailleurs on est sur le stand SentinelOne, c'est un peu une dédicace qu'on peut lui faire. Il a été obligé de quitter sa société et d'organiser sa propre défense contre le gouvernement qu'il était chargé de défendre au moment des élections précédentes. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui. Également la remise en cause d'une base CVE, les vulnérabilités que tout le monde connaît depuis des années et des années, dont le financement a été coupé. Il a été remis depuis, mais on est encore en égo. Je pense que c'est maintenant que la période d'1 an de grâce arrive, ce qui a permis aussi concomitamment de faire connaître l'initiative européenne qui était sous-jacente et qui n'était pas encore publique. Et puis aux États-Unis, évidemment, la Russie, attaquant notoire majeur historique. Là, la Russie, changement de pied massif sur la Russie. La Russie n'est plus un ennemi majeur, en tout cas la partie APT, la partie gouvernementale. Et puis évidemment, on a aussi le DOJ, le ministère de l'efficacité gouvernementale qui se met en place, avec des manipulations qui sont vraiment de l'ordre du désordre, avec des publications de données qui sont a priori confidentielles, mais qui ont été mises sur la place publique un petit peu par naïveté, notamment par exemple ici Luc Faritor, un stagiaire de SpaceX âgé de 23 ans, et un autre analyste en capital risque qui se retrouve aux commandes du système utilisé par l'administration nationale de la sécurité nucléaire, et qui ont publié des données par inadvertance. Alors on ne sait pas si les comptes ont vraiment été utilisés, mais la simple existence de ce fait est quand même navrant. Il reste 4 minutes pour tout. Bon, je vais aller très vite. Je vous invite à regarder de toute façon chaque vidéo est sur le site du Clusif. Alors pour conclure, je vais juste vous faire un passage sur la partie française, qui a aussi été très visible avec une alerte rouge, notamment à cause de ces problématiques d'élection et la capacité qu'on a eue d'analyser une sorte d'entrisme des services russes et des analystes russes dans les médias. Donc on n'est plus dans la fake news pure et dure, on est vraiment dans de l'entrisme et de la cohabitation problématique. Je vais laisser donc la main à Jérôme pour aller sur le deuxième volet qu'on a choisi de traiter en, je suis désolé, 4 minutes du coup, la partie IA.
Voilà, donc l'intelligence artificielle qui était aussi au cœur des attaques sur l'année précédente, avec deux grands volets qu'on a représentés ici. Tout d'abord, l'IA, elle permet quoi? Elle permet un renouveau des attaques classiques. Et c'est vraiment ce qu'on a vu. On a vu des attaques qui ont été accélérées par l'intelligence artificielle. Vous avez Microsoft là, qui a sorti un rapport intéressant qui dit que finalement un phishing va être 5 fois plus efficace s'il est écrit par l'intelligence artificielle. Et on le voit bien aujourd'hui dans toutes les attaques qu'on peut gérer. L'aide de l'intelligence artificielle pour les cybercriminels, à tel point que ces mêmes cybercriminels, ils ont commencé à générer du business avec l'intelligence artificielle. Vous savez, les cybercriminels sont toujours très très bons en transformation numérique et ils arrivent à dégager des bénéfices. Et c'est ce qu'on a vu clairement ici avec des outillages qui sont sortis, des modèles d'intelligence artificielle débridés que vous pouvez acheter à l'utilisation, au token, ou que vous pouvez prendre en abonnement mensuel aussi, eh bien, pour réaliser du phishing, du deepfake, de l'écriture de malware. Donc on a une vraie structuration de l'écosystème cybercriminel qui s'accélère comme ça. Mais finalement, ce qui nous a fait le plus peur sur 2025, c'est l'automatisation des attaques, avec un rapport révélé par Anthropic qui a montré comment un groupe de cybercriminels qu'ils ont attribué à la Chine avait utilisé l'IA Claude eh bien, pour arriver à complètement automatiser tout son chemin d'attaque et accélérer énormément les attaquants. Et puis, dernière étape, et celle-là, elle est peut-être encore plus grave quelque part, c'est les cyberattaques autonomes, avec l'arrivée en 2025 des premiers codes malveillants qui embarquent lors de leur exécution l'appel à des systèmes d'intelligence artificielle pour réécrire en partie le code, donc sur la machine. Donc là, au revoir signature, etc. Parce que là, on a un malware qui est conçu main pour la machine sur laquelle il est, et aussi un malware qui va être capable de s'adapter finalement aux technologies présentes, aux droits d'accès présents, finalement au contexte, au moment de son exécution. Et donc on a des malwares qui ont clairement fait des appels, et c'est d'ailleurs un des moyens de les détecter aujourd'hui, c'est quand il y a des appels vers des IA grand public qui sont pas forcément attendus et qui donc vont vraiment changer la donne. L'autre chemin aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est finalement les attaques qu'on a vues qui touchent réellement l'intelligence artificielle. Autant avant on était accéléré, là on a des attaques qui visent l'intelligence artificielle, avec des attaques qui ont visé les agents d'IA. Alors vous en avez vu passer pas mal, on a eu Ecolic, on a eu Gemini Jack. Le principe est toujours le même. Vous allez à un moment ou un autre envoyer un email, cet email aura un prompt caché dans le contenu de l'email. Et souvent, c'est aussi simple de le cacher que d'écrire du texte en blanc sur fond blanc. Parce que l'œil humain, évidemment, ne va pas le voir. Par contre, la machine qui, elle, analyse les valeurs hexadécimales des caractères, elle va bien l'interpréter. Et ensuite, ce prompt, il va diriger l'assistant d'intelligence artificielle que vous utilisez pour faire la gestion de votre agenda ou la gestion de votre boîte mail, et va lui demander d'exfiltrer des documents. Et donc, à la fois Copilot et Gemini ont été touchés par des attaques comme ça en 2025. On a vu aussi des attaques sur les navigateurs IA. Sur le même principe, vous connaissez peut-être, donc il y a celui de Perplexity, il y a celui d'OpenAI également, des navigateurs qui nous aident à réaliser des actions pour nous sur Internet. Eh bien, ces mêmes navigateurs ont été piégés de la même manière, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur un site web, vous avez un prompt caché, mais qui est exécuté par le navigateur boosté à l'intelligence artificielle et qui va réaliser des actions que vous n'aviez pas prévues. À tel point, si vous voulez, que ces technologies de navigateur IA, aujourd'hui, on a le cabinet Gartner, qui n'est pas le dernier sur l'adoption des technologies d'habitude, qui a officiellement déconseillé d'utiliser ces navigateurs boostés à l'IA parce qu'ils remettent complètement en cause le modèle de sécurité, parce qu'ils font faire aussi une chose auquel on a l'habitude. Vous savez, aujourd'hui, les onglets dans nos navigateurs sont très isolés les uns des autres. Mais finalement, l'agent d'IA, pour pouvoir travailler, eh bien lui, il va travailler multi-onglets, et donc il permet d'un onglet à l'autre d'accéder à des informations, ce qui représente un vrai risque. Alors la session se termine, mais si on ouvre un petit peu la boîte, eh bien, ce qu'on voit demain, c'est les robots qui finalement arrivent et qui vont aussi avoir cette fois-ci une intelligence artificielle qui est connectée au monde physique et qui va pouvoir représenter de nouveaux risques. De nouveaux risques ou d'anciens risques, parce qu'il s'avère qu'il y a eu pas mal d'attaques sur les robots l'année dernière, et des attaques très simples parce que le hardware, pour l'instant, n'est encore pas au niveau de sécurité auquel il peut être attendu. Et pour le mot de la conclusion, eh bien,
on va dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une menace, c'est aussi vraiment un accélérateur de la défense. On a eu énormément de bonnes nouvelles l'année dernière avec justement des concours ou des systèmes d'IA qui aident à trouver des failles, certes, mais qui aident aussi à les corriger en rédigeant les codes sources, en les corrigeant, en créant les patchs et en allant jusqu'au test opérationnel des patchs avec des vitesses d'accélération. Je vous donnerai juste un chiffre, c'est celui qui nous vient de la DARPA américaine, où ils ont créé des systèmes d'IA qui, en 45 minutes, partent d'un code source qui est plein de failles et qui, au bout de 45 minutes, a analysé le code, fait les patchs, passé les tests unitaires, passé les tests d'intégration, et vous avez un patch prêt à déployer, ce qui aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qu'on peut voir. Voilà, je sais que le créneau est fini. Donc merci pour votre attention et puis avec grand plaisir pour vous retrouver. Alors pour retrouver déjà toutes les vidéos plus détaillées, parce que là évidemment on a été très rapide, mais vous avez eu la synthèse et vous pouvez retrouver pas mal d'éléments sur le site du Clusif. Voilà, et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand du Clusif qui est juste derrière en C4 je crois. Merci à tous, bonne journée.